Parce que ce que vous devez savoir, c'est que ce sont toujours les minorités qui font l'histoire. Retenez bien cela. Ce sont toujours les minorités qui font l'histoire. Dans un contexte où le peuple togolais cherche encore la voie d'une véritable libération, la plateforme Sylvanus Olympio nous invite à un moment de réflexion profonde. Ensemble, replongeons dans l'histoire, celle des nationalistes togolais d'hier, ces femmes et ces hommes qui, par leur courage et leur ténacité, ont ouvert la voie du combat pour la dignité et la souveraineté de notre nation. Aujourd'hui, alors que les défis persistent, quelles leçons pouvons-nous tirer de leur engagement pour nourrir le combat d'aujourd'hui? Pour en débattre, nous recevons des voix engagées et éclairées. Claude Ameganvi, qui a introduit le thème, Karl Gaba, La Légende, Kodjo et bien d'autres intervenants passionnés. Installez-vous, partagez ce direct, et surtout, écoutez avec le cœur et l'esprit ouverts, car c'est ensemble, dans la mémoire et l'action, que se construit le Togo de demain. Pourquoi, finalement, ont-ils réussi à gagner? Pourquoi les nationalistes, pourquoi les militants du culte à l'époque ont-ils réussi à gagner? Parce qu'ils étaient sur une logique de rupture et non sur une logique de participation ou d'intégration ou de négociation. La négociation ou les discussions, les échanges, lorsqu'il fallait les faire, c'est devant le Conseil de tutelle de l'ONU ou sa 4e commission qu'ils allaient pour avoir ces échanges-là. Et donc, à partir de là, il est clair que le pouvoir politique français, qui devait aller rendre compte de sa gestion du territoire togolais à l'ONU, était en quelque sorte sur le même pied d'égalité que les nationalistes, c'est-à-dire que les nationalistes arrivaient devant ces instances et se permettaient de critiquer le pouvoir qui, dans leur pays, organisait la vie politique, la vie publique, dans des rapports extrêmement tendus entre eux, puisque vous devez savoir que ça n'a pas été très simple pour les dirigeants du culte eux-mêmes. Après la victoire de 1946, lors des élections, lors des premières élections à l'Assemblée représentative du Togo et du choix du député du Togo au Parlement français, dès 1947, le pouvoir colonial français et britannique ont tenté de piéger les nationalistes dans une forme de participation, alliance, négociation, qu'a été les institutions qui ont été mises en place et qui ont été appelées un comité mixte. Sur la base d'un mémorandum conjoint des gouvernements de France et du Royaume-Uni, donnant suite aux pétitions de l'Ol-EV Conférence. L'Ol-EV Conférence, si vous vous rappelez, c'était la première organisation pan-EV qui rassemblait les EV du Togo français et du Togo britannique, exigeant la réunification du peuple EV d'abord, mais cette exigence de réunification posait en filigrane la réunification des peuples du Togo sur toute la frontière, depuis la mer jusqu'à la limite de la route Volta, comme on l'appelait à l'époque, puisque tous les peuples avaient été arbitrairement divisés par cette nouvelle frontière qui a été tracée, qui a constitué un Togo français, un Togo britannique. Et donc, ce mémorandum conjoint des gouvernements de France et du Royaume-Uni instituait un organe où on désignait des représentants pour, disons, mettre en œuvre les recommandations de ce mémorandum. Certains d'entre eux étaient élus ou désignés dans le Togo britannique, les autres étaient désignés dans le Togo français. Et ce qui s'est passé, c'est que Sylvanus Olympio et les nationalistes togolais se sont rendus compte assez rapidement que c'était un piège qui leur était tendu, et que cette organisation, ce conseil fonctionnait mal, et qu'il s'agissait pour les gouvernements français et britanniques de gagner du temps et de ne pas évoluer vers la réunification des deux Togo et plus tard vers l'indépendance. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ont purement et simplement boycotté dans un premier temps ces institutions. Ils en ont démissionné. Je rappelle qu'à l'origine, ceux qui en faisaient partie étaient désignés
Ils ont exigé à un moment donné que la présence dans cette institution soit l'objet d'une élection, ce sur quoi le pouvoir, les pouvoirs coloniaux respectifs, français et anglais, ont traîné des pieds. Et pour finir, les nationalistes en ont purement et simplement démissionné, ce qui fait que ceci est tombé en désuétude. Mais l'idée, c'était de gagner du temps sur la revendication mise en avant par l'Olivet Conférence, qui avait été jugée fondée lorsqu'elle a été présentée dès 1947, où Sylvanus Olympio a commencé à faire le voyage à l'ONU. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, après cela, à partir de 1951, ça va être les fraudes massives que le pouvoir colonial français va organiser au Togo même pour faire perdre le culte. On en a donné quelques orientations dans les dernières discussions que nous avons. Et pour faire pièce à cela, à partir du 7 janvier 1951, un congrès de réorientation politique générale du culte va se tenir, qui va adopter le mot d'ordre de réunification et indépendance, ce qui était une évolution, une gradation dans la revendication, qui allait un peu plus loin que celle de la réunification simple du peuple élevé, parce que dès qu'ils allaient à l'ONU, on les taxait de tribalistes, de ne vouloir que la réunification des évêques, etc., ce qui n'était pas réel, puisque en réalité, ils ont pris les organisations qui existaient à l'époque, qui ont mandaté Sylvanus Olympio pour aller défendre la cause de la réunification, parce que c'était les organisations qui existaient. Mais à partir du moment où ils ont eu la légitimité, à partir de leur élection à l'Assemblée représentative et le combat qu'ils ont mené au niveau des instances, ils se sont dit qu'ils pouvaient aller plus loin, qu'ils avaient une figure nationale maintenant qui leur permettait de pouvoir se défendre devant les institutions, et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, vous constaterez que à partir de 1951 jusqu'à 1958, c'est-à-dire pendant 7 bonnes années, le culte et les nationalistes vont être exclus des institutions, même si, à titre individuel, Sylvanus Olympio et certains responsables se présentaient institut personae, c'est-à-dire en tant qu'individu, pour aller voir dans ces assemblées-là ce qui s'est passé, avoir des informations, pouvoir mener le combat, mais en tant que parti, ils ne participaient plus aux institutions en tant que telles. Ce qui fait une grande différence et qui montre en réalité la base la base de la ténacité que les nationalistes s'étaient donnée pour pouvoir mener leur combat de l'avant. C'est-à-dire que chez eux, il n'y avait aucune ambiguïté sur leur statut. Est-ce qu'on est un pied dedans, un pied dehors, ou est-ce qu'on est frontalement en dehors des institutions et on les combat? Ils ont fait le choix de la radicalité, le choix de l'opposition frontale, qui est la seule à partir de laquelle on a une visibilité qui n'est pas brouillée dans le combat qu'on est en train de mener. Parce que c'est toujours difficile d'être à la fois dans des institutions où on participe aux discussions, à la collaboration, à la mise en œuvre des politiques étatiques et gouvernementales, et de l'intérieur de ces institutions même, dire qu'on les combat. Et cette contradiction-là, ils avaient trouvé qu'elle était inacceptable et qu'il fallait y mettre fin en étant en dehors. Et bien évidemment, ça a eu son prix également, puisque vous savez que Olympio, à partir de 1952, avait été convoqué pour partir en croisière ou aller rester au siège du groupe Unilever où il travaillait à Paris, ce qu'il a refusé, et que en 1954, précisément le 31 mars, il va être condamné pour trafic de devises et déchu de ses droits civiques, tout simplement parce que les propositions de collaboration que le gouverneur lui avait faites sur cette faute histoire de trafic de devises, il les avait purement et simplement rejetées, et donc ça lui a valu cette exclusion des listes
électorale, cette déchéance de ses droits civiques qui ne lui permettait plus de se présenter à quelque élection que ce soit, jusqu'à ce qu'en 1958, la victoire des nationalistes impose le fait que cette interdiction, cette déchéance soit levée, à travers sa nomination comme Premier ministre dirigeant le gouvernement de l'époque. Alors, je signale également que dans cette période-là, tout particulièrement en 1956, lorsque le référendum instituant l'autonomie interne va survenir, le CUT va prendre la décision courageuse de la boycotter, de le boycotter, ce référendum. Et il va déclarer que cela ne correspondait nullement à leurs aspirations, puisque l'aspiration qui était dominante à l'époque était celle de l'indépendance. Le Ghana évoluant vers l'indépendance une année après, en 1957, pour les nationalistes togolais, il n'était pas question qu'on institue une république autonome au rabais, pour faire pièce à leur revendication de l'indépendance. Et vous verrez donc que, parallèlement, si on compare ce qui s'était passé à l'époque avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est de la même manière que tout ce qui a été fait au niveau de la 5e République au Togo aujourd'hui est l'objet de cet appel au boycott, au rejet, au refus permanent de la part des populations qui ne se reconnaissent pas dans cette nouvelle République, cette nouvelle 5e République qui a été instituée. Et à l'époque, du 23 novembre 1956 au 14 janvier 1957, il y a eu une audition du commissaire au référendum sur l'autonomie interne, où les plus hauts responsables politiques français sont intervenus pour défendre ce référendum sur l'autonomie interne, et ils ont croisé le fer. Avec Sylvanus Olympio, il y a eu Gaston Defferre, qui a été un des plus grands ministres de l'Intérieur des gouvernements socialistes en France dans la dernière période, sous Mitterrand, et même Houphouët-Boigny, qui était ministre dans le gouvernement de Guy Mollet, le gouvernement de la 4e République en France, qui était venu faire la leçon à Sylvanus Olympio, Houphouët en particulier, qui prenait l'exemple du RDA, qui était, lui, entré dans un processus de négociation, le RDA, le Rassemblement démocratique africain, qui est cette fédération des partis africains, qui revendiquait timidement l'indépendance, mais dans le cadre de la négociation avec l'État français, raison pour laquelle l'État français et les responsables politiques français les avaient inclus dans le gouvernement à travers Houphouët-Boigny, qui a été membre du gouvernement de Guy Mollet à l'époque. Et donc, tout cela démontre que les nationalistes ont tenu et donc étaient sur une ligne véritablement de rupture qui a permis de galvaniser tout le peuple avec eux, derrière eux. Et finalement, la victoire du 27 avril 1958 n'est pas une victoire qui est tombée du ciel, mais elle est tombée comme le résultat d'une mobilisation sur une ligne de fermeté dans laquelle tout un peuple s'est retrouvé pour dire non, ce que nous voulons, c'est être libre, indépendant et tout de suite, indépendance immédiate. Alors qu'aujourd'hui, vous voyez comment nous sombrons dans les polémiques de tous ordres entre les participationnistes, les non-participationnistes, ceux qui participent aux élections, ceux qui appellent au boycott et tout. Tout cela ne permet pas à rassembler toute une population sur une orientation très claire. Mais avouons, entre nous, que les 12 années que le CUT a passé de 46 jusqu'en 58, comparé au minimum aux 35 années que nous avons traversées depuis le 5 octobre 1990 jusqu'à maintenant, c'est quand même beaucoup. Lorsque vous prenez ce nombre d'années, c'est 3 fois plus
que ce que nous avons vécu. Et donc, chacun voit que dans la ligne de moindre résistance, qui est celle de la participation, de l'intégration, des négociations et tout, eh bien, on perd du temps, au final. Et vous reconnaîtrez avec nous que depuis le 5 octobre 1990 jusqu'à aujourd'hui, c'est au minimum une trentaine de dialogues, de négociations et d'accords, jamais respectés d'ailleurs, qui se sont succédés. Bon, ce qui a fini par épuiser le mouvement de résistance du peuple togolais, qui rebondit souvent à l'occasion lorsque le peuple dit qu'il n'accepte pas les formules bâtardes qu'on lui propose et qu'il aspire au changement avec les générations qui se renouvellent. Quand on fait cette comparaison avec la tragédie de 1963, du 13 janvier 1963 jusqu'ici, eh bien, c'est banalement 5 fois plus. C'est 5 années de plus, c'est 5 fois plus de temps qu'on a perdu depuis cette période-là. Et donc, franchement, la grande leçon que nous devons en tirer aujourd'hui, c'est que nous devons songer véritablement à quitter la sphère des dialogues, des négociations, des accords et autres, pour être dans la structure d'une pensée rebelle qui n'accepte pas l'ordre des choses tel qu'elle est établie, tel qu'il est établi, parce que ça ne permet pas de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés dans la situation de notre pays. Et ceci entraîne quoi? Ceci a tendance à entraîner une décomposition de la situation nationale. Sous quelle forme? Sous la forme de cette marche à la monarchisation du régime à laquelle nous sommes en train d'assister. Puisque les gens qui sont au pouvoir, voyant que finalement, à travers ces dialogues, ces négociations, ils arrivent d'une part à diviser les forces politiques qui s'opposent à eux, ils arrivent à émietter le mouvement, ils arrivent à gagner du temps, eh bien, ils estiment que leur stratégie est celle qui paye, et donc, c'est comment faire pour qu'ils puissent survivre en tant que clan familial, en tant que pouvoir politique bâti sur une armée clanique, ethnico-familiale, etc., qui est la solution pour eux. Et c'est ainsi que vous avez pu voir comment en 2018, aux législatives, c'est l'un des fils Eyadema qui a débarqué à l'Assemblée nationale après ces élections qu'il y a eu. Et cette année, au municipal de 2025, nous voyons un des petits-fils d'Eyadema intervenir à travers ces élections municipales qui a eu et qui ont donné lieu à ces résultats époustouflants que nous avons vus et qui, petit à petit, essaye de nous habituer à l'idée que non, les Eyadema, Gnassingbé Eyadema sont là et seront toujours là. Ce sont leurs enfants, leurs petits-enfants qui continueront à nous gouverner, à gouverner le peuple togolais. Or, cela, eh bien, c'est une régression absolue parce que les monarchies ont été bannies par l'histoire. Les républiques sont intervenues comme un facteur progressif dans l'évolution de l'histoire de l'humanité. Or, retourner de la république à la monarchie, mais c'est un retour en arrière et en réalité, on ne fait pas tourner en arrière les roues de l'histoire. Les roues de l'histoire nécessairement doivent nous permettre d'avancer. Ce n'est pas par le lien du sang qu'on doit arriver au pouvoir, s'y installer, l'accaparer, en jouir, parce que ça donne lieu à tous les désordres, à tous les arbitraires, comme nous l'avons vu du temps de Louis XIV et des autres régimes qui ont tendance à s'instituer en monarchie. Et donc cela, nous ne pouvons pas l'accepter. Et cela, c'est la démocratie. La démocratie, c'est le fait que chaque citoyen est à égalité avec tous les autres citoyens qui composent un État, une nation, et il est du droit de chacun de pouvoir revendiquer à la direction des affaires politiques du pays, de compétir pour présenter les meilleures propositions
est la meilleure façon de gouverner, de conduire un pays vers sa souveraineté, vers sa victoire. Et donc c'est à cela que nous nous attachons. Nous devons nous attacher dans le combat que nous menons. Mais nous devons aussi ne pas perdre de vue que la situation telle qu'elle est en train de se développer chez nous et que je viens de présenter là est quelque chose qui est inspiré par le pouvoir politique français, puisque ces institutions qui existent en Afrique et qui tendent à reproduire la démocratie, à installer partout les systèmes monarchiques, est quelque chose qui a l'aval des autorités françaises, puisque un peu partout, ce sont ce pouvoir politique français qui cautionne l'installation de ces régimes monarchiques. Vous l'avez vu au Tchad, dans l'investiture du fils d'Ébi à la disparition de son père. Vous l'avez vu au Togo dans tout ce qui s'est passé à la disparition des Yadema lorsque Faure Gnassingbé a pris le pouvoir dans les conditions que nous savons en 2005, et vous l'avez vu dans beaucoup d'autres pays, dans la manière dont des dirigeants au pouvoir sont partis, et on a tout fait, on a poussé pour que ce soit leur progéniture qui prenne leur place. Et la dernière visite de Faure Gnassingbé à Paris n'a pour autre signification que, d'une part, d'aller rendre compte à son maître, qui siège à l'Élysée à Paris, de ce qui vient de se passer dans la situation togolaise, où il a réussi à dribbler tout le monde, à faire en sorte que il soit arrivé à intégrer d'une façon ou d'une autre des secteurs de l'opposition au gouvernement, à la gestion des affaires des municipalités et tout, et donc est réussi à embarquer finalement tout le monde dans son pouvoir et dans la gestion du pays, ce qui fait que il peut aller là-bas dire que pour l'instant il a réussi son coup. Mais en même temps, c'est également une façon pour lui de recevoir ses ordres de son maître français, puisque il apparaît aujourd'hui clairement que ce régime au Togo ne tiendrait pas en place s'il n'a pas le soutien du pouvoir politique français. Et ce qui nous a été servi sur le fait qu'il ait été à Paris pour participer à, cette gestion de la crise en RD Congo, n'est rien d'autre que la façon d'habiller la chose, puisque chacun sait que sur ce terrain-là, en réalité, sa voix compte peu dans la manière dont les choses se passent. Et au final, si négociation il y a sur la RD Congo, elle se passera par-dessus la tête des dirigeants politiques africains, entre les dirigeants des grandes puissances qui ont intérêt au pillage des richesses matérielles et minières du Congo, puisque derrière la crise et la guerre au Congo démocratique, ce n'est pas autre chose que comment va se partager le pillage du coltan, de l'or, du manganèse, du cuivre et des richesses minérales fabuleuses dont dispose la RD Congo, pour alimenter les industries européennes et mondiales. C'est cela qui est en jeu véritablement et dans la situation qui se développe dans ce pays-là. Donc, nous devons voir tout cela et nous poser la question aujourd'hui de savoir, mais comment mettre fin à tout ceci? Comment rompre ce cercle infernal qui semble nous être posé par-dessus tout et qui entraîne tout le monde dans une situation où on a du mal à voir une issue de manière directe? Eh bien, la première question, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est celle de savoir si le pouvoir se négocie ou est-ce qu'il s'arrache en réalité. Et il va de soi que des enseignements que nous pouvons tirer de l'histoire, nous devons savoir que le pouvoir ne s'est jamais négocié quelque part. La trentaine de dialogues qu'il y a eu depuis 1990 jusqu'à maintenant le prouve assez bien.
Et ce n'est que dans une bataille acharnée pour arracher la libération, la victoire du peuple togolais que se trouve la solution. Et de ce point de vue, nous ne pouvons que soutenir toute manifestation appelée sur cette voie-là, comme celle que nos jeunes frères du M66 appellent le 8 décembre prochain et qu'ils sont en train de préparer actuellement. Et donc, nous, au niveau de la plateforme Sylvanus Olympio, nous ne pouvons que soutenir ce combat-là, cette revendication-là, cet appel à manifester, puisque c'est sur la voie de la mobilisation indépendante du peuple que se trouve la solution de notre point de vue. Bon, voilà ce que je voudrais dire brièvement en introduction de mon propos, en laissant la parole aux intervenants, au présent, pour que nous puissions avoir un débat et que les uns les autres posent leurs questions, que nous puissions échanger là-dessus et nous faire une opinion et nous donner une ligne de conduite à tenir dans la prochaine période. Je vous remercie. Merci, à vous Claude. la parole. Claude. Je remercie grand frère Claude pour cette brillante introduction. Avant de passer probablement la parole à Kodjo, je dirais que Claude a souligné quelque chose d'assez essentiel, c'est le renouvellement et la pérennisation dans le temps de ce régime. Nous sommes aujourd'hui à la 3e génération des Nyasingbe. Beaucoup de personnes ne l'ont pas remarqué, mais c'est une chose qui n'est pas du tout anodine. Nyasingbe père est passé depuis 63, d'aucuns parleront de 67, et on est à l'ère du fils, le PCM, moi je dirais pas le PC, et déjà le fils à Emmanuel a pointé le nez. Il n'est pas le seul, donc il est important que les combattants, on puisse en parler, on puisse le rendre assez audible pour que les Togolais sachent que ce combat que nous faisons, c'est un combat de maintenant et qu'il est très très important qu'on le prenne au sérieux. Sinon, ceux contre qui nous combattons ou ceux que nous avons en face, eux, ils se projettent déjà non seulement dans le court terme, mais également dans le long terme. Donc, je donne la parole à Kodjo, ensuite à Tom. La légende est là, donc ainsi de suite. Allez-y. Merci, Claude. Moi, ce que j'ai retenu, c'est la fermeté de nos grands-parents qui, à l'époque, dans les années 50-60, ont refusé même les compromis. Et donc, Claude, moi j'ai une question. Donc, Claude, d'après ton exposé, si je comprends bien, c'est le fait que nous ayons fait des gouvernements d'union, nous avons fait des concessions qui fait que ce régime-là tient toujours, si j'ai bien compris. Je te laisse la parole. Ok, oui, bien évidemment. Bien évidemment, c'est pour cela. Et moi, j'ai tendance à dire ceci, c'est que en réalité, pourquoi? Mais parce que pour le peuple togolais, c'est-à-dire pour sa jeunesse, qui était à l'époque constituée par les jeunes désœuvrés, ce qu'on appelait les Ekpemog à l'époque, qui étaient les lanceurs de pierre, qui ce 5 octobre-là avaient déferlé dans les commissariats, avaient brûlé les véhicules administratifs et autres, mais pour, disons, mettre dehors leur rage, la rage qui les animait, du blocage de leur situation. Je rappelle qu'à l'époque, les plans du FMI déferlaient et avaient exclu beaucoup de jeunes des études, puisqu'il y avait des phénomènes de déscolarisation qui intervenaient, puisque les enfants allaient à l'école, lorsqu'ils sortaient nantis de diplôme, ils ne trouvaient pas de boulot, et les parents estimaient donc qu'il n'était plus nécessaire qu'ils envoient leurs enfants à l'école, et donc lorsque les enfants allaient à l'école, soit qu'ils n'avaient pas de moyens pour subvenir à leurs frais scolaires ou pour les prendre en charge, ou lorsque ces élèves avaient des difficultés scolaires qui redoublaient et autres, rapidement on les retirait du système d'enseignement, et ça faisait une grande masse de désœuvrés qui existaient à l'époque et qui étaient extrêmement frustrés. Et c'est eux qui se sont portés avant tout, cette jeunesse sans travail, au devant de la lutte et qui a manifesté. Alors, cette jeunesse-là,
voulait que le régime des Yadema, la dictature des Yadema, prenne fin ici, maintenant et tout de suite. Mais ceux qui ont pris la direction politique de la lutte, eux voulaient les négociations. Pourquoi voulaient-ils les négociations? Simplement parce qu'ils avaient vu qu'au Bénin, il y avait eu une formule qui avait été mise en œuvre par Kérékou avec cette conférence nationale dont dont nous avons tous entendu parler, et dans laquelle les acteurs politiques qui ont toujours fait et défait le Bénin se sont tous enfoncés. Je rappelle que à l'époque, Nicéphore Soglo avait été envoyé au FMI par le gouvernement de Kérékou lui-même, et qu'il avait occupé de hautes fonctions dans les gouvernements précédents à l'époque. Et donc, c'est cette formule-là qu'on a prise sans en analyser la réalité ou l'adaptation par rapport à l'évolution historique du pays, parce que au Dahomey de l'époque, il n'y avait pas eu un 13 janvier 63. On n'en était pas encore à 26, 27 années de régime de dictature. Bon, c'est vrai que la dictature de Kérékou a duré longtemps et les rapports politiques n'étaient pas aussi tendus, de même que les violations permanentes des droits de l'homme n'étaient pas aussi graves que ce que nous voyions dans la situation togolaise. Et donc, c'est cette solution qu'on a prise, importée au Togo et qu'on a plaquée sur la marche des événements. Tant et si bien que du 5 octobre jusqu'au mois de mars, où le rebondissement de la crise au niveau estudiantin a commencé, mais surtout jusqu'au 10-11 avril, la découverte des massacres de la lagune de Baie, mais tout cela a créé une situation où la classe politique, la direction politique de la lutte politique du peuple togolais disait pas question qu'il y ait des Yadema s'en aille. Nous sommes en négociation avec lui. C'est ce que Kofigo et Agboibon ont dit à l'époque aux jeunes manifestants qui ont porté les corps qui ont été repêchés de la lagune vers l'ambassade des États-Unis. Il n'est pas question qu'il y ait des Yadema s'en aille parce que s'il s'en va, il y aura un vide juridique. Nous n'aurons plus de cadre de discussion, de négociation avec lui. Et à la suite de ça, qu'est-ce qu'on a vu? Des discussions ont commencé pour aboutir à quoi? À la conférence nationale. Conférence nationale elle-même, qui a été une sorte de dialogue avant l'heure, puisque il a été question de trouver une formule associant l'opposition et le pouvoir politique. Le Haut Conseil de la République était une institution qui rassemblait à la fois des opposants, y compris parmi les plus radicaux dont nous étions Tavio et moi, jusqu'au RPT, puisque c'était les Daou Koupéré qui représentaient le régime au Conseil de la République. Mais ça n'a pas fait long feu, ça a duré à peine 1 mois et demi, parce que les radicaux que nous étions dénoncions toutes ces façons de ficeler des accords contre nature sur le dos du peuple togolais, et c'est pour cela qu'il y a eu le coup d'État du 3 décembre 1991, suivi pas très longtemps après par la négociation du nouveau contrat social de fin décembre 91, et qui a ouvert la voie à toute cette floraison de dialogues, d'accords, de négociations, lesquels accords d'ailleurs n'ont jamais été respectés, comme l'APG jusqu'à maintenant. Et vous conviendrez avec moi que à chaque fois qu'il y a une crise profonde et que le pouvoir est secoué fortement dans la situation togolaise, c'est dialogue et négociation. 2017 et 2018, ça s'est terminé comment? C'est Alpha Condé et le président du Nana Akufo-Addo qui sont intervenus pour forcer l'opposition togolaise à accepter d'aller à des élections bâtardes organisées le 20 décembre 2018. Et chacun sait ce que ça a donné. Ça n'a rien donné du tout, ça s'est mal terminé. Et la dernière en date sont ces élections locales, municipales qui viennent de se tenir, mais qui sont aussi une forme de dialogue et de négociation, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'après ces élections locales-là,
Mais il y a eu des négociations dans les coulisses. Aujourd'hui, tout le monde en parle ouvertement, donc on peut en parler. Bon, qui ont accouché de formules de gestion d'équipes municipales qui sont des formes d'intégration de l'opposition indépendante à la politique du gouvernement du régime UNIR RPT. On ne peut pas dire autre chose. Parce que la gestion des mairies, l'élaboration des budgets, les subventions, etc., sont des choses qui se négocient avec le pouvoir en place. Ils cèdent, ils donnent ou ils ne donnent pas. Bon, mais c'est la réalité des choses. Alors, au bout de ce parcours, mais la libération du peuple va venir quand ? Et lorsque des jeunes comme ceux du M66 se lèvent pour dire non, tout ça là, il faut balayer tout cela et faire en sorte que un changement neuf, radical puisse intervenir, ils ont raison et nous les soutenons pleinement. Parce qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Et il faut véritablement que les acteurs qui ont géré le pays jusqu'à maintenant puissent être retirés et que de nouvelles équipes soient mises en place, mais pour, d'une part, mettre en place une politique de reddition des comptes. Ceux qui ont eu à gérer le pays depuis 63 ans, depuis 58 ans, etc. et tout, doivent rendre compte sur la gestion de leur, du Togo. Parce que le Togo aujourd'hui est un pays très riche, mais se retrouve parmi les plus pauvres au niveau des ressources de sa population que nous avons. Les gens n'ont pas à manger, même faire les 2-3 repas par jour, même le seul repas par jour, dans certaines familles, c'est devenu tellement difficile aujourd'hui qu'on ne comprend pas. Or, nous avons de l'or, nous avons des diamants, nous avons des forces, etc. C'est pas possible. Excuse-moi de t'interrompre, c'est juste pour permettre que tu puisses continuer dans ton analogie. Mais si tu dis que les acteurs qui ont eu à gérer, les acteurs politiques puissent se retirer, est-ce que tu parles spécialement ou principalement du gouvernement ou de toute la classe politique également? Non, lorsque le mouvement sera en marche, le degré, disons-le comme ça, le degré de décomposition du régime tranchera cette question. C'est-à-dire qu'il ne m'appartient pas à moi aujourd'hui de dire qui doit partir, mais ce qui est sûr, c'est que l'équipe qui est en place et qui représente le clan RPT UNIR, lui, doit dégager entièrement, puisque c'est eux qui ont eu à gérer les affaires et ils doivent rendre compte. Mais bien évidemment, la gestion du pays, ils l'ont pas fait tout seul. Il y a des gens qui les ont aidés, il y a des forces politiques organisées qui les ont aidés, et naturellement, on ne peut pas dire à ce moment-là que un audit, pour être établi et être réel, doivent se faire et s'arrêter aux portes du régime RPT UNIR. Bon, tous ceux qui ont eu à gérer les richesses nationales en lien avec le régime RPT UNIR, on doit investiguer. L'audit doit chercher à savoir si tout le monde est clean. Si vous n'avez rien à vous reprocher, il n'y a pas de problème. On vous dégagera et puis on vous laissera quelque part. Mais si vous n'êtes pas propre, mais vous devez rendre compte comme les autres. Parce qu'il s'agit de richesses nationales. Et c'est sur la base d'une évaluation précise des comptes nationaux et des faits qu'on déterminera la place et la responsabilité que chacun aura à assumer. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Cela doit être clair pour tout le monde. Et cela coule et cela va de source. Tout le monde doit rendre compte. Pour moi, c'est la question essentielle. Et évidemment, ceux qui ont commis des crimes de sang, ceux qui ont commis des actes de torture sur des citoyens innocents qui n'ont rien fait de grave et tout, doivent rendre compte plus que d'autres. Mais sur toute la chaîne, du début jusqu'à la fin, pour les plus petites choses comme pour les plus grandes, tout le monde doit rendre compte. Sinon, on rétablit d'autres injustices à la place d'autres injustices. Et pour certains, il ne sera pas question de dire parce qu'on a été copains à un moment donné, mais finalement on va fermer les yeux sur ce que vous avez fait, etc. Non, ça c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que il y en a qui en ont profité, qui continuent à en profiter.
Alors que le peuple, lui, souffre, vit dans la misère. Alors que des gens meurent de famine, de misère et de toutes sortes de choses qui ne devraient pas être, hein, vu les richesses nationales dont nous disposons aujourd'hui au Togo. C'est cela qui est en jeu. J'espère m'être fait comprendre. Okay, je vous remercie. Kodjo, est-ce Claude a répondu à ta question pour que je puisse passer la parole à un autre panéliste? Oui, largement, il est même allé au-dessus. Merci beaucoup. Ok. Dans l'ordre, je donne la parole à Tom de Yoruba, je crois, et ensuite à la légende. Oui, bonjour tout le monde. En fonction de l'altitude où vous vous situez, hein, et des fuseaux horaires. Et bonjour Escal, Karl qui est loin, en voiture je crois, à la légende qui est ici présent, et Kodjo, hein, aussi, qui dans l'assiduité sur ce panel tous les dimanches est à reconnaître en tout cas. Et Claude, bonjour encore, faut Claude, en tout cas, oui, Zokaka et Ilissoa, tu nous as manqué, mais Karl a suggéré bon an avec nous, et aujourd'hui, à ta reprise, et vu l'analyse historique en mettant en parallèle la lutte de nos ancêtres et plus particulièrement de Sylvanus et de son équipe avec ce qui se passe aujourd'hui et qui est une analyse extrêmement pointue, encore une fois, et qui est digne même d'une leçon magistrale de sciences politiques. Et je te connais depuis toujours pour cela. Actuellement, et vu ce que tu nous as dit, nous voyons des ruptures qui se mettent en place et qui doit être réellement la solution pour notre problème, pour le problème du Togo. Rupture historique que tu nous as déjà décrit, je ne reviendrai pas là-dessus, ce qui fait que finalement Sylvanus et son équipe ont pu vaincre cette bataille en menant le Togo à l'indépendance, et puis rupture qui doit amener à une révolution. Quel type de révolution? Et est-ce que ce sera une révolution de renouvellement politique ou bien une révolution comportementale? Et j'insiste là-dessus pour que la nouvelle forme que prend les revendications aujourd'hui puisse aboutir dans une sphère plus saine. Alors, ma question d'abord va aller à quelque chose que vous avez soulevé et lors de la conférence nationale et qui me ramène un peu en arrière dans les 91-92 là, sur la manière dont vous avez participé, surtout Tavio et toi, à cette conférence nationale là, et qui me clarifie beaucoup de choses, mais je voulais entendre ta voix là-dessus, d'accord? Alors, la négociation de Agboibor et Kofigo, et qui disent que nous ne voulons pas le départ d'Eyadema parce que nous négocions avec lui. Est-ce que vous le saviez à l'époque, avant de tenir votre position? À mon avis, non. Je réponds d'avance. Mais je veux savoir ce que tu en penses réellement et ce que vous avez comme idée à l'époque, d'accord? Et pourquoi vous avez pris cette position-là. Donc ça, c'est ma première question et je te laisse répondre. Ensuite, j'aurai 3 autres questions qui va sembler un peu long, mais vous me le permettez probablement. Il faudrait accélérer les choses parce que oui. Il a d'autres sujets, trucs. Donc, ok, parfait. Voilà, merci. Puis ensuite, me répondre sur la nature du renouvellement politique ou bien comportemental, pour que l'avenir soit beaucoup plus éclairé pour un certain nombre de personnes et que cela serve de leçon
à la jeune génération, notamment les M6 et tous ceux qui l'entourent, pour que nous ne reproduisons plus les mêmes erreurs. Donc, si tu pourrais me répondre là-dessus, ce serait pas mal. Et puis, la dernière, c'est sur la reddition des comptes. Et cette reddition des comptes-là, est-ce que serait une purge, non seulement dans le pouvoir d'aujourd'hui, ou bien une purge dans l'ensemble de la classe politique? Et cela a trait aussi au comportement, à la révolution comportementale dont je parle. Merci Tom. Claude, vous avez les questions. On peut y aller, s'il te plaît. Merci. Ok, merci. Sur la question de la révolution, la question posée est de savoir si cette révolution est politique ou comportementale. Ben, je dirais que elle sera globale. C'est-à-dire que elle interviendra dans la sphère politique, tout comme elle interviendra également dans la sphère comportementale. Pourquoi? Parce que à partir du moment où fondamentalement la donne va changer, mais c'est qu'elle va entraîner un changement des hommes. C'est-à-dire que les révolutions changent les mentalités des peuples. Et c'est pour cela que quelqu'un disait, les révolutions sont les locomotives de l'histoire. C'est-à-dire que ce sont elles qui entraînent les bouleversements, aussi bien dans le mode de vie des gens, dans la formulation et dans la formation des idées politiques, et dans le changement comportemental des gens. Mais sous une dictature, les pensées sont sclérosées, sont étouffées. On interdit aux gens de penser. On interdit aux gens d'exprimer leurs idées. Or, il n'y a rien d'autre que la pensée contradictoire que pour faire évoluer l'histoire. C'est dans la contradiction que les sociétés évoluent. Et à partir du moment où on vous dit de ne plus être dans la contradiction, qu'est-ce qui se passe? Mais on s'installe dans une sclérose. C'est-à-dire que ce sont les mêmes idées qui sont rabattues tout le temps. C'est un peu comme la scolastique du Moyen-Âge. C'est-à-dire cette façon que les moines avaient d'ordonner l'enseignement, à savoir, tout ce qu'on savait qui était écrit dans des livres et tout, était rabâché, on le répétait, et il n'était pas question d'en dévier. Lorsque vous essayez d'en dévier et d'apporter une idée nouvelle sur des bases scientifiques, on dit que vous êtes un déviant et même on peut vous couper la tête, un peu comme Copernic, qui disait que la Terre tournait, on disait lui c'est une hérésie ce qu'il dit, coupez-lui la tête, on lui a coupé la tête, et après on s'est rendu compte qu'il avait raison, mais c'était déjà trop tard. Et donc c'est dans la confrontation des idées contraires que les sociétés vont évoluer. Et attention, ce qui va se passer généralement, c'est que des peuples qui sortent d'une longue période de dictature et qui connaissent des bouleversements sociaux profonds, mais évoluent à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que des choses que vous n'aviez jamais vues pendant des dizaines d'années, en l'espace de 2 ou 3 ans, vont survenir, vous allez vous demander, mais comment cela a pu être possible? Tout simplement, pendant la période où on étouffe l'expression des idées, mais ces idées se compriment, et lorsque les processus révolutionnaires viennent les libérer, eh bien, elles poussent comme des champignons, après une pluie où ça pousse de partout, ça rebondit sur l'autre, et il y a un phénomène exponentiel de démultiplication des idées qui fait que les choses vont aller extrêmement rapidement. Et c'est ce qui... Alors ça, c'est sur tous les plans. C'est non seulement sur le plan des idées, des principes, mais aussi c'est sur le plan scientifique que sur le plan industriel et autres. Lorsque vous songez que des pays comme la Chine ou la Russie, qui à l'époque étaient les pays les plus arriérés d'Europe ou d'Asie, sont devenus à partir de leur évolution les plus grandes puissances aujourd'hui, en matière scientifique, qui envoient des fusées dans l'espace et qui, en l'espace d'une 30aine d'années au maximum, ont rattrapé le niveau de développement des pays européens. Vous comprendrez mieux ce que je veux dire par là. Et naturellement, les pays d'Afrique qui regorgent des minerais aujourd'hui
qu'on utilise dans la pointe de la science, comme le coltan, tous les alliages qu'on extrait et dont on se sert dans la fabrication des semi-conducteurs les plus sophistiqués qui puissent exister sur Terre. Comme c'est en Afrique que tout cela se trouve, on n'aura pas besoin d'aller chercher chez d'autres cette matière première pour fabriquer les appareils du dernier point de la technologie. Et donc, nous avons déjà tout chez nous et ça nous permettra d'aller encore plus vite que ce que les grands pays qui ont mis plusieurs années à faire ces découvertes-là ont mis. Maintenant, sur la question des négociations entre Gbagbo et Kofi-Go, mais la question elle est très simple, c'est-à-dire que le débat n'était pas un débat secret. Ce qu'ils avaient dit au lendemain de la découverte des cadavres dans la lagune de Belle lorsqu'on les a retirés, mais c'est sur RFI. C'est-à-dire que tout le monde a entendu. Et pour l'histoire, ces choses sont là. Et à l'occasion, on peut jouer ces bandes et les écouter. Vous allez, si vous avez des gens à RFI, vous leur demandez simplement de vous trouver l'enregistrement de l'interview de Kofi-Go et d'Agbo exactement le 11 avril 1991. Puisque c'est là où on leur a fait l'interview. Ça doit être le 11 ou le 12. C'est le jour même ou le lendemain. Et écoutez vous-même, il l'avait dit à l'époque. Et ça, c'est ce qui s'est passé au mois d'avril. La conférence nationale a eu lieu en juillet, par la suite, juillet-août 1991. Et donc, nous sommes revenus à partir de fin avril au mois de mai, Taviu et moi. Donc, c'était un débat qui avait déjà sur la place publique, mais les événements avaient tellement emporté le peuple togolais, avaient tellement mobilisé les populations, que les gens n'avaient pas, disons, la latitude de prendre le recul pour voir la profondeur de ces déclarations de ces deux hommes politiques-là, qui par ailleurs sont des avocats. Ça c'est une autre affaire, puisque vous savez que les avocats, ils peuvent défendre une thèse et puis le contraire, c'est leur métier. Bon, on leur reproche pas, mais bon, la chose est ainsi faite. Et bien souvent, nous en bénéficions puisque ils défendent des prisonniers politiques et des tas de gens avec les arguments qu'ils peuvent mettre en avant pour plaider leur cause. Bien. Mais en l'espèce, il s'agit de faits politiques extrêmement graves qui ont pesé sur la vie des populations. Et ça a modifié le cours d'une histoire. Et ça a empêché un processus d'aller plus loin. Parce que imaginez tout simplement que à l'époque, si les choses ne s'étaient pas passées comme ils l'ont voulu, parce que finalement, qui ils ont servi? Ils ont servi à des mains. Puisque la jeunesse, elle, voulait immédiatement, face à cette ignominie-là, que celui qui en est politiquement responsable quitte le pouvoir. Ils lui ont sauvé la mise. Et de quelle manière ils ont été remerciés, vous-même vous l'avez vu. Lorsque Kofi-Go a été capturé le 3 décembre 1991 après la censure à la primature. Mais le même Kofi-Go, c'est celui qui aujourd'hui a participé dernièrement au grand raout qui a été fait au Togo pour célébrer le 20e anniversaire de la disparition des Yadema. Donc vous voyez les contradictions dans lesquelles se trouvent les gens. Bon, donc c'est un peu cela. Et donc, les faits étaient déjà connus de notre part lorsque nous sommes revenus d'exil au Togo en 1991. Et c'est ça d'ailleurs qui a délimité une ligne de fracture entre nous, les jeunes qu'on taxait à l'époque des venus de France, des doubles passeports, des radicaux, des extrémistes, c'était le terme qu'on employait contre nous, des extrémistes. Et c'est ça qui faisait une ligne de partage entre nous et les représentants de cette fraction de l'opposition togolaise d'alors. Mais je puis vous assurer également que la population en avait parfaitement conscience, puisque bien souvent, c'était à nous que les groupes constitués, les groupes informels,
apporter leurs doléances et revendications pour que nous puissions les défendre devant la conférence nationale ou dans ces différentes commissions. Ce qui faisait même à l'époque que les gens avaient une trouille, mais réelle de nous, alors que, bon, nous n'étions pas, disons, des policiers, nous n'étions pas une terreur. Combien de délégations ne venaient pas nous voir pour nous dire attention, nous vous supplions de ne pas parler de nous, de ce que nous avons fait, etc. Je ne vais pas donner de nom ici, mais il y a des gens qui sont des dignitaires du régime qui entreprenaient cette démarche-là dans notre direction pour que nous n'évoquions pas leur situation publiquement, etc. et tout ça. Donc, Agbo-Ibor et Kofigo, ce qu'ils avaient dit était su de tout le monde, et ça avait même amené à une rupture. C'est ça qui avait amené à la disparition du phare, du Fonds des associations pour le renouveau, qui est le premier regroupement des associations apparu après le soulèvement populaire du 5 octobre 1990, Fonds des associations pour le renouveau, organe avec lequel Eyadema avait commencé à négocier au mois d'octobre-novembre 1990 pour l'organisation d'une conférence nationale de dialogue. Pas d'une conférence nationale. Conférence nationale, Eyadema ne voulait pas en entendre parler. C'est même pas conférence nationale de dialogue, forum national de dialogue, il parlait. Donc, voilà de ce dont il parlait. C'est-à-dire d'une réunion qui n'aurait aucun pouvoir décisionnel, c'est-à-dire une assemblée qui ne prendrait pas de décision contre son régime ou remettrait en cause, disait timidement que non, il fallait véritablement la conférence et il faudra que les faits surviennent, que nous nous insistions sur le fait qu'il fallait une conférence qui prenne des décisions contre le régime d'Eyadema, remettre les pendules à l'heure. Et donc l'acte 1 de la conférence, lorsqu'elle se sera réunie, ira dans ce sens pour dire non, que la conférence est souveraine dans l'ensemble de ses déterminations et il ne revient pas à qui que ce soit d'en limiter le cadre et le fonctionnement. Et donc, pour conclure, c'est de manière ouverte, c'est que la confrontation entre le regroupement que constituaient les Kofigo et Agbo-Ibor et donc de collaborateurs, des négociateurs avec Eyadema, et des radicaux que nous étions, Tavio et moi, c'est ouvertement que nos affrontements à l'intérieur même de la classe politique de l'opposition se faisaient. Et je ne vous dirai pas que l'assassinat, je ne vous dirai pas que la disparition, parce que nous sommes sur TikTok, que la disparition de Tavio, la manière dont il a été frappé, n'est pas sans rapport avec une forme de complicité de nos frères, puisque certains d'entre eux savaient déjà que ce soir-là, quelque chose allait arriver à Tavio. Comment ont-ils fait pour le savoir? S'ils n'ont pas été prévenus, s'ils ne sont pas liés à des cercles où se prennent les plus hautes décisions et tout, mais bon, étant gêné aux entournures que quand même ce jeune-là qui, quand bien même avait de la sympathie, tout le monde avait de la sympathie pour lui, qu'on lui fasse quand même ça, ce serait pas bien et tout. Et donc, ils ont tenté de prévenir la famille il fallait prévenir Tavio il fallait qu'il fasse attention ce soir-là, mais bon, c'était déjà trop tard. Donc voilà jusqu'où vont les choses. La vie des gens est en cause dans ce débat là, et ce n'est pas n'importe quoi. Alors maintenant, à la fin, la question est posée de la nature du règlement, de savoir quelle sera la nature du règlement politique qui interviendra. Est-ce qu'elle est politique ou comportementale? Je pense que j'y ai répondu. J'ai dit qu'elle sera globale. Elle sera à la fois politique et comportementale. Le règlement sur le terrain politique va entraîner le règlement sur le terrain comportemental. Et le règlement sur le terrain comportemental va revenir influer également sur le règlement sur le terrain politique. Donc c'est comme ça que l'histoire règle ces choses. Mais maintenant, sur la reddition des comptes, il est évident que s'il faut faire des purges, il faudra les faire. C'est-à-dire que lorsque les audits se feront,
et que des personnes seront mises en cause. Mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que ces personnes-là, il faudra les laisser en place? Non. On ne peut pas continuer à laisser les mêmes personnes qui ont conduit à la ruine de l'économie, qui ont détourné les deniers publics, qui ont privé les populations de leurs dus et de leurs besoins, continuent à mettre en application la même politique. Non, c'est absolument inadmissible. Et de tous les côtés, hein, que ce soit du côté du pouvoir, comme du côté de ceux qui se réclament de l'opposition. Bon, parce que, franchement, entre nous aujourd'hui, moi, qu'est-ce que vous voulez qu'il y ait de commun entre moi et quelqu'un qui, aujourd'hui, se proclame être le président de la République? Personne avec laquelle j'étais dans une même organisation, hein, le Code FOD, il y a une trentaine, hein, bon, il y a à peu près 35 ans, 34 ans de cela, et qui aujourd'hui mais participe à la mise en place d'un régime, à l'entretien d'un système qui continue d'opprimer le peuple togolais, hein, alors qu'à l'époque, il disait combattre le même régime. Il n'y a rien de commun entre moi, hein, entre cette personne-là et moi. Et si un audit fait permet de constater que cette personne a opéré des malversations, ou le cours politique, son cours politique est sujet à caution, eh bien, s'il faut qu'il en réponde, il devra en répondre. Et ça, sans l'ombre d'un doute. Hein, il ne peut pas être épargné parce que les responsabilités assumées sont trop graves pour cela. Et donc, oui, s'il faut faire des purges à tous les niveaux, ces purges, il faut les faire. Hein, il faudra les faire, hein, sans faiblir. Hein, c'est ce que j'ajouterai. Bon, j'espère avoir répondu aux questions et j'attends la suite pour continuer. On va y aller, on va vite donner la parole. Je ne sais pas si Monsieur Tom est... Oui, je suis là. Ben, alors, merci donc. Et je voudrais que toute la jeunesse entende bien. Il y aura bien révolution et il y aura bien une purge pour que le Togolais nouveau soit bâti. Merci Claude. Merci. Et on comprend mieux ce que les gens n'avaient pas compris. Nous, on l'avait compris parce que moi, je suis rentré une semaine avant la fin de la conférence, quand j'entendais qu'on vous taxait de radical et autres, et connaissant bien l'esprit très haut de la nation togolaise, que vous avez partagé avec nous à ce moment-là, en étant jeune étudiant. Je pense que tout cela est clair aujourd'hui. Merci beaucoup. Tadio n'est plus là. Merci Tom. On va laisser la parole à la légende pour cette question ou sa participation. Et après, Claude aura la latitude de continuer son exposé et de conclure. Merci. Bonjour, bonjour Carole, bonjour Tom, Monsieur Thomas. Bonjour, Monsieur Claude Amoyanvi, Kojovi, merci de m'avoir reçu sur ce panel. Alors, cette émission, en plus, est rediffusée sur la radio de la Liberté, en direct dans le monde entier, suivie actuellement par, un instant, je vois les statistiques, 132 personnes de par le monde entier. Alors, j'ai écouté nos grands frères notre grand frère Claude Amoyanvi, qui a fait un exposé mais vraiment phénoménal de la situation que nous rencontrons aujourd'hui. Aujourd'hui, la plus grande question, c'est comment mettre en application ces idées-là. Parce qu'on est confronté d'après mon analyse, à quelque chose d'inédit. Nous le savons bien, que chaque lutte est unique. Le cas du Togo est vraiment exceptionnel. Moi, je crois que le premier pas pour construire un mouvement qui gagne va consister pour nous d'abord de nous débarrasser de l'idée que tout ce qui arrive ailleurs ne pourra jamais être repris chez soi. Il faut qu'on continue de maintenir cette pression, que ce soit derrière le M66, que ce soit avec de petits groupes comme ce qui se passe aujourd'hui. Je crois qu'on pourra y arriver. Aujourd'hui, c'est possible. Donc, vraiment, merci encore pour ce panel riche d'histoires, riche de propositions et
ça me fait plaisir. Je viendrai souvent. Pour l'instant, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup à faire encore parce que le temps n'est pas notre allié. Merci encore à tous. Kojo, j'étais juste de passage et ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup la légende et merci pour avoir diffusé l'émission sur votre radio. Claude, tu viens d'écouter ton petit frère, alors on te laisse le micro, on y va. Merci. Non, à la légende, la question essentielle qu'il a posée, c'est comment mettre en application les idées qui sont échangées ici. Très simplement, pas la pratique. C'est-à-dire que, en réalité, les idées, lorsqu'elles sont formulées, ne prennent de la matière, ne deviennent réalité que lorsqu'elles sont mises en œuvre. Et il n'y a pas à chercher une façon magique de les mettre en œuvre, autre que ce qui se fait au quotidien, tous les jours. Et c'est quoi? C'est la mobilisation, ce sont les manifestations, ce sont les discussions avec les populations pour élever leur niveau de prise de conscience et permettre à ce qu'elles entrent en mouvement pour régler l'histoire qui se joue ou se joue leur destinée. Bon, c'est ça. Régler les choses sur le terrain de l'histoire concrète, voilà, où leur destinée se trouve. Voilà. Et j'ai bien aimé, je ne sais pas si ça a été tiré de Gene Sharp, là, le père de la théorie de la lutte non violente. Celui-là même qui a dit que les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Il a parlé de la théorie des piliers du pouvoir, qui fait que, selon lui, tous les leaders et tous les gouvernements, où qu'ils soient, s'appuient sur les mêmes mécanismes pour rester au pouvoir. Donc, vous aviez parlé de cette pression faite qu'on doit continuer de faire sur ces piliers-là qui tiennent le pouvoir, y compris même après le départ de cette dictature. Et je trouve ça vraiment formidable. Gene Sharp, oui, avec sa théorie des piliers du pouvoir, il va falloir qu'on s'y penche véritablement et qu'on appuie Ferdinand Haïté dans ce contexte-là, qui n'arrête pas de dénoncer, n'arrête pas de divulguer des informations suite à ces investigations sur ces piliers du pouvoir actuellement. Vraiment, j'ai vraiment apprécié. Merci. Oui, Gene Sharp, il a dit, mais bien d'autres acteurs politiques l'ont dit avant lui. Et peut-être même qu'il a un peu repris de chez eux, puisque ce qu'il fait est une synthèse de différents ouvrages, de différentes publications, de différents courants d'idées qui se sont exprimés bien avant lui. Bon, et donc c'est cela, hein, traduire les choses dans le concret. Mais nous qui sommes ici, il ne faut pas que nous croyions que nous ne pouvons pas être des acteurs directs de cette mise en mouvement des forces qui vont opérer le changement. Pourquoi? Parce que ce que vous devez savoir, c'est que ce sont toujours les minorités qui font l'histoire. Retenez bien cela. Ce sont toujours les minorités qui font l'histoire. Et un changement ou les changements qu'il y a eu dans l'histoire sont toujours venus d'un petit cercle d'hommes dont les idées ont commencé à circuler, à se diffuser dans un cercle qui s'élargit de plus en plus, hein, et jusqu'à devenir une réalité qui prend tout un peuple, qui embrasse tout un peuple, une nation, ou des populations entières, des pays entiers, ou un courant de pensée universelle, etc., etc. Donc, il ne faut pas que nous nous sous-estimions, et bon, je me réjouis que plusieurs acteurs ici aujourd'hui se félicitent de la nature des échanges que nous avons sur cette plateforme, et je souhaite qu'ils en prennent de la graine pour reprendre confiance en eux et appeler autour d'eux de plus en plus nombreux des gens à essaimer, c'est-à-dire à partager ces idées-là que nous échangeons ici. Je veux ici tout particulièrement rendre un hommage, mais solennel,
à quelque chose que j'ai vu et qui m'a étonné lorsque j'ai demandé qui avait fait cela. On m'a dit que c'est un Togolais anonyme. Cette personne qui a fait une plaque avec la photo de Sylvanus Olympio, avec sa date de naissance, les dates de son parcours de vie, date de naissance, date de disparition, et qui a été posée cette plaque devant le monument qu'il y a dans la rue de l'ambassade du Togo à Paris, avec 2 drapeaux togolais. Il les a laissés là, il est parti. Et bon, ça a fait une photo que notre ami Karl a fait circuler bon, dans la dernière période. Mais voilà, concrètement, une initiative individuelle, personnelle, bon, de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qui a jugé bon d'apporter cette contribution-là à faire sortir Sylvanus Olympio bon, de l'oubli et d'indiquer que la solution au problème du Togo se trouve dans la voie de la continuité des idées de cet homme-là. Mais ce acte qu'il a posé est un acte d'une haute puissance symbolique, vous ne pouvez pas le savoir. C'est pour ça que vous tous qui êtes sur cette plateforme aujourd'hui, je vous demanderai mais de multiplier, de relayer cette photo, cette image-là, que ça fasse le tour de la planète, que ça atterrisse chez tous les Togolais. Et si certains Togolais même peuvent en faire le profil de bon, leur compte, ce serait bien. Parce que c'est à travers la généralisation d'images ou d'initiatives de la sorte que nous arrivons à éveiller les consciences. Parce que quelqu'un qui voit cette image, mais nécessairement, elle va lui parler, elle va parler à son cœur, elle va parler à son esprit, elle va parler à son âme. Et la personne va se dire, quelque chose va se bouleverser en elle. Et cette personne-là se dira, non, il faut qu'on aille plus loin. Comment aller plus loin? Et de là, des idées vont germer, vont rejoindre celles d'autres, vont s'appuyer encore sur d'autres, etc. Et ça va faire boule de neige jusqu'à ce que elle puisse embrasser totalement la communauté togolaise partout où elle se trouve. Donc, félicitations à cette personne. Je ne sais pas si elle est présente sur cette plateforme aujourd'hui, mais si ce frère est présent parmi nous, bon, je le salue avec toute ma déférence et je le félicite pour cette initiative qu'il a prise, en appelant les uns les autres à s'en inspirer et à les multiplier de la même manière, sous d'autres formes bien évidemment. Mais pour l'heure, j'invite tout le monde à relayer puissamment ces images-là, à les transférer et qu'elles parlent aux Togolais. Merci, je pense avoir répondu à la question. Je peux juste sur la personne qui a fait la plaque, Faux-Claude, il n'est pas si anonyme que ça. Le moment venu, tout le monde la connaîtra.